Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero en français pour la présentation de nos analyses graphiques des données officielles relatives à la pandémie Covid-19. Dans ma vidéo de détective statistique d'aujourd'hui, je vais suivre l'évaluation actuelle de la situation au journal télévisé dans les lenders. Le 2 décembre 2021, le journal télévisé rapporte que dans les lenders où le taux de vaccination est faible, le nombre de personnes décédées du Covid est nettement plus élevé que dans le nord de l'Allemagne où la couverture vaccinale est meilleure. En Bavière, les décès Covid seraient plus de 3 fois plus élevés qu'en Brême et la Thuringe et la Saxe se classent même devant la Bavière pour ce qui est du pourcentage de décès Covid par rapport à la population. Mais jetons d'abord un coup d'œil sur l'évolution des courbes de mortalité des différents groupes d'âge dans toute l'Allemagne, car depuis un certain temps déjà, les rapports indiquant que nous sommes confrontés à une surmortalité se multiplient. Chez les plus de 90 ans, les chiffres de mortalité hebdomadaire en valeur absolue, ici en bleu, sont nettement supérieurs à la moyenne des années précédentes depuis la semaine 13. Je tiens toutefois à préciser que notamment dans les groupes d'âge supérieurs, les chiffres absolus ne sont pas significatifs, car l'évolution de la population affiche une nette tendance à la hausse depuis 2016. Ainsi, ce groupe a augmenté de 125 600 et avec un taux de mortalité moyen de 23,7%, il en résulte une augmentation de 29 760 décès, ce qui est plus qu'en 2016 et a donc un impact considérable sur la courbe de mortalité. Cette évolution doit donc être compensée mathématiquement et les chiffres de mortalité des années précédentes doivent être extrapolés à la population actuelle et ainsi corrigés. Grâce à cette correction ajustée à l'âge qui est exigée par l'OMS depuis 2001 pour la comparaison des taux de mortalité, la mortalité de base se situe désormais au même niveau et 4 phases de mortalité actuelles apparaissent par rapport à la moyenne des années précédentes. Après une surmortalité élevée en janvier, suit une sous-mortalité dans la phase où les années précédentes, l'épidémie de grippe était à son apogée. Après une phase de normalisation en été, le nombre de décès augmente nettement depuis la semaine 41. Cet effet est encore plus marqué chez les 85 à 89 ans. Dans la classe d'âge inférieure, on observe aussi cet effet, mais la courbe d'une sous-mortalité persistante s'élève maintenant plutôt vers une zone normale attendue. Ce qui est encore plus marqué chez les 75 à 79 ans. Il est difficile de déterminer les raisons de cette longue sous-mortalité très frappante qui pourrait éventuellement être liée à un taux de mortalité très élevé l'hiver dernier. Ici, c'est l'inverse, avec une surmortalité élevée par rapport à la moyenne des années précédentes ajustée à l'âge et une augmentation frappante au cours des dernières semaines. En revanche, les 65 à 69 ans qui font toujours partie des groupes vulnérables se trouvent à un niveau plutôt normal. Tout comme les 60 à 64 ans, mais là aussi, on constate aussi un début d'augmentation. Pour la première fois, cette inflexion ne se produit pas en dessous de 60 ans. Et chez les 50 à 54 ans, on constate une sous-mortalité persistante. C'est tout aussi discret dans les classes d'âge suivantes. Et dans la classe d'âge la plus jeune, très large, de 0 à 29 ans, il s'avère qu'il n'y a pas de menace pour les plus jeunes. Le taux de mortalité qui reste faible est d'environ 150 décès par semaine. Je vais me pencher maintenant sur la mortalité dans les lenders qui est attribuée à la maladie nouvellement déclarée Covid-19 sur test de laboratoire. Le nombre de décès dus au Covid dans les différents lenders peut être calculé en comparant les rapports de situation du RKI du 1er novembre 2021 et du 31 décembre 2020. Je me réfère ici à la période allant jusqu'à la 43e semaine pour laquelle des données de mortalité des lenders ont été publiées jusqu'à présent par Destatis. À première vue, cette évaluation de la surmortalité sous forme de tableau peut prêter à confusion, c'est pourquoi je souhaite la présenter plus en détail à l'aide d'un exemple. Dans une répartition assez grossière, les données de mortalité sont divisées en 4 groupes d'âge de 0 à 65 ans, 65 à 75, 75 à 85 et pour finir les plus de 85 ans. Les données de mortalité de toutes les années sont reprises du rapport hebdomadaire de Statis pour les lenders
ici le Schleswig-Holstein, uniquement jusqu'à la semaine 43 dans le bloc supérieur, et la moyenne est calculée à partir des valeurs 2016 à 2019 avant la dite pandémie. Dans la case suivante, la différence entre le nombre de décès 2021 et la valeur moyenne permet de dire en première approximation si la mortalité était supérieure à la moyenne des années précédentes en chiffres absolus. Rappelons que ces données doivent toutefois être ajustées à l'âge. C'est pourquoi les chiffres de la population de chaque groupe d'âge sont inscrits dans le deuxième bloc pour chaque année. Et dans le troisième bloc, chaque nombre de décès est maintenant ajusté à la population de 2021. On obtient ainsi les totaux annuels ajustés par âge pour lesquels on établit un classement allant de la plus mauvaise valeur 1 à la meilleure valeur 6. Le nombre de décès ajustés à l'âge au 1er novembre se situe ainsi au deuxième meilleur rang avec le numéro 5 dans le Schleswig-Holstein. Et par rapport à la moyenne ajustée à l'âge des années précédentes, on obtient ici une sous-mortalité de moins 654 décès. Les 1300 morts Covid-19 signifieraient, en tant que nouveaux décès supplémentaires, que les autres causes de décès devraient avoir diminué de 1954, ce qui représenterait 6,56% du nombre total de décès. Est-ce une valeur réaliste ? À Hambourg, on constate une faible surmortalité qui se transformerait également en une nette sous-mortalité sans Covid-19. Le taux de vaccination est déjà proche de 90%, en particulier dans les groupes d'âge de plus de 18 ans. En Basse-Saxe aussi, malgré un taux de mortalité Covid très élevé, on constate une sous-mortalité et une troisième place moyenne. Y a-t-il vraiment une influence positive des taux de vaccination élevés qui s'élèvent ici à 70,5% au total ? Brême confirme la tendance d'Allemagne du Nord suggérée par le journal télévisé en se classant 4e. Et même la surmortalité relativement faible en Rhénanie du Nord-Westphalie, avec une deuxième place, conduirait sans Covid-19 à une mortalité basse irréaliste des causes de décès jusqu'ici dominantes. La Hesse, malgré un taux de vaccination également élevé, présente pour la première fois le plus mauvais premier rang. Pourtant, sans Covid-19, on observerait ici aussi une amélioration des autres causes de décès. La Rhénanie-Palatinat en 3e position. Le Bade-Wurtemberg, qui occupe la 4e place, ne peut présenter les chiffres de mortalité Covid que comme une partie de la mortalité attendue. Avec la Bavière apparaît maintenant le premier coupable du rapport du Tagesschau, avec un taux de surmortalité relativement élevé de 1817, mais comment peut-on le mettre en relation avec 9363 morts Covid ? De même, contrairement à ce que laisse entendre le reportage du journal télévisé, le taux de vaccination se situe en valeur absolue dans la fourchette des taux élevés des Länder présentés jusqu'à présent, et une deuxième place n'est que la deuxième pire place derrière la grave année grippale 2018. La Sarre, avec une sous-mortalité même en incluant le Covid-19. Une 4e place à Berlin, également sans aucun problème. Et maintenant pour la deuxième fois le pire premier rang dans le Brandenburg. Mais ici aussi, le nombre de décès attribués au Covid est plus de 2 fois supérieur à la différence avec la moyenne des années précédentes ajustée à l'âge. Le taux de vaccination est peut-être un peu plus faible, mais considérer que la faible différence est responsable d'une évolution défavorable est extrêmement douteux, car on s'attendrait plutôt à ce que la protection d'une large partie de la population entraîne désormais une accalmie. Le Mecklembourg-Poméranie occidentale poursuit la tendance défavorable des Länder de l'Est et perd même 5 places par rapport à 2020, ce qui doit être considéré comme une évolution problématique. Avec un taux de vaccination élevé dans tous les groupes vulnérables, cela ne laisse pourtant pas entrevoir de renversement de tendance grâce à la vaccination. La Saxe, le Land au taux de vaccination le plus bas, mais néanmoins respectable, apparaît maintenant avec un rang de pointe qui a même baissé de 5 rangs par rapport à l'année précédente. Cependant, le nombre très élevé de décès attribués au Covid ne peut pas s'expliquer sans faire un emprunt irréaliste aux autres causes de décès. La Saxe-Anhalt et la Thuringe confirment également la tendance uniformément mauvaise des Länder de l'Est, mais contrairement au rapport du Tagesschau, les taux de vaccination légèrement plus bas
ne permettent pas de dégager un indice uniformément clair d'opposition Est-Ouest. Les différences sont tout simplement trop faibles pour cela. Nous devons donc étudier cela plus en détail dans le tableau qui a été classé par ordre décroissant du taux de vaccination conformément à la déclaration du rapport du téléjournal. En effet, de nombreux lenders apparaissent maintenant en bas du tableau avec une première place pour les taux de vaccination les plus bas. Mais le Bade-Wurtemberg et la Bavière ne peuvent pas être intégrés sans faille. La part élevée de la surmortalité dans le total des décès en Saxe attire toutefois l'attention. Mais si nous considérons la Saxe pour l'ensemble de l'année précédente, le taux de surmortalité y était encore plus élevé à un moment où la vaccination n'était pas pratiquée, et le pire premier rang fait se poser la question de savoir si une problématique non reconnue de l'hiver précédent va se répéter. Considérons donc les courbes de mortalité des groupes d'âge de 2020 et 2021. Les valeurs extrêmement élevées des courbes plus foncées de l'hiver dernier, avec plus du doublement du nombre de décès hebdomadaires, indiquent une situation alarmante. Alors que les courbes des 3 groupes d'âge les plus jeunes restent à un niveau uniforme, le groupe le plus âgé, celui des plus de 85 ans, laisse à nouveau entrevoir une augmentation à partir de la semaine 39, comme c'était déjà le cas l'année dernière à la même date. Malheureusement, les données des Länder ne sont pas encore publiées jusqu'à la semaine 46, comme c'est le cas pour l'Allemagne dans son ensemble, de sorte qu'il n'est pas encore possible de présenter les 3 semaines suivantes qui fourniront quelques informations sur l'évolution future. Le fait que cette augmentation suive immédiatement le début de la vaccination de rappel montre que celle-ci ne semble pas avoir un effet rassurant, ou alors quelle pourrait être son influence. Si l'on classe maintenant le tableau par ordre croissant de la proportion de décès Covid par rapport au nombre total de décès, on obtient une autre vision qui rassemble tous les premiers et deuxièmes rangs dans la partie inférieure du tableau, à 2 exceptions près, à savoir Hambourg et Berlin. Sachant toutefois que de faibles taux de vaccination se retrouvent aussi bien dans les bons rangs comme au Bade-Wurtemberg que des taux de vaccination élevés s'accompagnent d'une mortalité défavorable comme à Hambourg et en Hesse. À mon avis, l'évaluation ne doit pas se limiter au taux de vaccination, d'autant plus que celui-ci ne donne pas une image uniforme. Il convient plutôt d'évaluer la différence frappante entre l'Est et l'Ouest, en particulier dans la comparaison avec l'année précédente, et d'analyser les raisons de cette différence, car les taux de vaccination de ces Länder sont tout à fait comparables à ceux du Bade-Wurtemberg ou de la Rhénanie-Palatinat. En déduire un avantage de la vaccination est statistiquement téméraire et unilatéral. Bien sûr, la question fondamentale est de savoir si le communiqué de presse du principal média, le Tagesschau, peut être remis en question, mais je vois face à une évolution manifestement défavorable la nécessité d'une approche et d'une analyse différenciée auxquelles j'essaye d'apporter une contribution. Quelles influences déjà dévastatrices l'hiver dernier ont pu être négligées dans les Länder de l'Est? La proximité de la République tchèque joue-t-elle un rôle? Des infirmiers tchèques sont-ils en poste dans les Länder de l'Est? Quel est l'impact des mesures et du confinement? Le personnel soignant peut-il et veut-il continuer à travailler dans le cadre des restrictions de sortie sévères? Que signifie le fait que les médecins généralistes qui soignent dans les maisons de repos soient confrontés aux règles 2G++ et ne puissent entrer dans les établissements que s'ils sont vaccinés ou guéris avec un test PCR négatif et en respectant une distance de sécurité? Comment une pneumonie imminente peut-elle être diagnostiquée avec une distance de sécurité ou en cas de suspicion, l'hospitalisation avec ventilation est-elle immédiate? Je demande à tous les médecins soignants et proches concernés de chercher des solutions dans le cadre d'un dialogue honnête et empathique avec les personnes concernées. Tous devraient être prêts à exposer les problèmes et à chercher des solutions pratiques, car les règlements devraient toujours être conçus pour le bien-être des personnes concernées et non pour les réduire à l'état d'exécutants aveugles. Il conviendrait notamment d'exploiter le grand potentiel d'expertise et d'expérience existantes de toutes les parties concernées et de ne pas les exclure. J'espère vous avoir donné un aperçu compréhensible de la situation actuelle, si chargée de mesures. Comme je l'ai dit, je vous invite à tirer des conclusions de ces données publiques. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne et téléchargez le matériel sur le canal Telegram. Je vous remercie pour votre intérêt et pour votre attention et vous dis au revoir et à très bientôt.